bonjour aux personnes qui viennent de se connecter. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais, déjà bienvenue au Jeudi TI. On va commencer d'ici une petite minute. Oui. Et en attendant, vous pouvez noter la date de notre prochain Jeudi TI. Ça sera le 15 décembre et on vous parlera de tournesol. Et ça sera sur notre nouvel outil de calcul de marge. Bon, il est 31, j'avais dit qu'on commençait à 31, donc je vous propose qu'on commence. Rebonjour, alors aujourd'hui on va parler de colza et d'une problématique maladie, le test pour évaluer les variétés de colza vis-à-vis de la hernie des crucifères. Alors, comment améliorer ce test pour mieux mettre en valeur les variétés résistantes créées par les sélectionneurs et mis à disposition aux agriculteurs? Pour cela, Terrinovia travaille avec le GEVES sur un projet qui s'appelle Optiplasme et qui vise à améliorer l'efficacité de ce test. Alors, l'objectif à terme, c'est quoi? Eh bien, c'est d'arriver à avoir un test optimisé pour labelliser les variétés résistantes face à l'hernie. En quoi consiste ce projet? Quels en sont les premiers résultats? Avec nous pour en parler, on accueille aujourd'hui Geoffrey Orger, qui est responsable de projet au laboratoire de pathologie du GEVES et qui coordonne ce projet, et Christophe Gestin, chargé d'études en génétique et protection des cultures chez Terrinovia. Avant de leur laisser la parole, quelques petites infos pratiques. Ce webinaire est enregistré, vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, je vous remercie de fermer vos micros et vos caméras. Et vous pourrez également poser toutes vos questions sur le chat en live pendant la présentation. Geoffrey et Christophe seront ensuite ravis d'y répondre. Alors Geoffrey, je crois que c'est vous qui commencez la présentation. On vous écoute, c'est à vous. Tout à fait, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vous remercie déjà pour l'invitation et venir présenter ce projet donc, qui s'appelle Optiplasme et qui vise donc à l'optimisation du test officiel d'évaluation de la résistance des variétés de colza à la hernie des crucifères. Donc c'est un projet qui est financé via l'AAP CASDA et dont les partenaires majeurs sont donc le GEVES, Terrinovia et l'INIGEP, donc qui est basé à Rennes, de l'Institut de l'INRA. Donc concernant... j'ai ma slide qui freeze, je suis désolé. Ça fonctionnait très bien il y a 3 minutes. Désolé pour ce petit problème technique. Ah, Là, ça a l'air d'être ouais, parti. on voit la première page en tout cas, hein. Ok, Voilà, c'est c'est bon, parti. c'est parti. C'est parti. Donc juste pour recontextualiser un petit peu la maladie, donc c'est une des maladies majeures sur les bras cissés. Vous avez ici le cycle de la maladie, donc sans rentrer dans les détails, il y a 2 étapes principales. L'infection primaire qui se passe justement au niveau des poils absorbants, et puis l'infection secondaire qui vient plus au niveau du cortex, du pivot de la racine. Donc il y a en fait une formation d'excroissance cellulaire qu'on appelle des galles qui vont par la suite perturber l'alimentation de la plante et donc induire généralement des rétrécissements formation de ces galles au niveau racine et un raccourcissement de la croissance des plantes et une déperdition à terme. Donc c'est une maladie qui est relativement très présente en Europe et en France, principalement forcément dans les bassins de production de bras cissés. Au niveau de l'impact, on est à peu près sur 20% des surfaces. Les pertes peuvent aller de quelques quintos jusqu'à un retournement complet de la parcelle si nécessaire. Et actuellement, il existe très peu de méthodes de lutte contre cette maladie. La principale voie consiste à sélectionner des variétés résistantes. La variété résistante de référence est actuellement Mendel, mais lors du précédent projet, on a observé un contournement des différents pathotypes, donc qui sont un petit peu les sous-races, donc on peut parler de sous-variants aussi de la maladie. Et actuellement, le pathotype le plus agressif, qui est nommé P1 étoile, ne présente aucune variété résistante sur le marché. Donc juste un rappel, pareil, sur l'introduction technique de la problématique de départ.
On a un précédent projet qui consistait à faire une étude épidémiologique des patotypes sur le territoire. L'idée, c'était de recenser la fréquence des patotypes présents. Vous avez la clé de détermination des patotypes, je vais remettre mon petit pointeur, qui est juste ici. Donc, on utilise un set de HD, 3 HD différentes, un témoin résistant et un témoin sensible, qui, en fonction de la réponse, va permettre de déterminer quel patotype nous avons, du P1 au P8. Le projet nous a permis de recenser 6 patotypes présents en France dans des fréquences variables, à savoir que donc, le patotype P1 étoile, P1, P2 étoile et P3 représentaient 92% des échantillons prélevés sur un panel de 70 échantillons réceptionnés sur 2 ans. Le projet a permis de mettre au point un protocole d'évaluation qui a été validé dans le cadre d'essais CTPS. Et donc, le critère a pu être intégré pour l'inscription des variétés au catalogue officiel. Au fur et à mesure des années, on a observé en fait une évolution des patotypes testés. Les patotypes provenant de parcelles au niveau du territoire, on était sur des patotypes dits population. Donc, on avait une sorte de mélange des races et la principale venait s'exprimer. Et donc, en fonction des différents essais, on pouvait voir que nos patotypes avaient tendance à bouger. Donc, on a souhaité améliorer, puisque ça nécessitait des reprises successives pour pouvoir valider bien les patotypes utilisés lors des tests officiels. Donc, on a souhaité pouvoir améliorer cette partie du protocole en produisant ce qu'on appelle des monospores. Donc, ce sont dans l'idée des patotypes qui sont génétiquement stables dans le temps. En parallèle, un des objectifs de ce projet est de regarder donc la représentativité en fait du test par rapport au terrain. Actuellement, on sait que la maladie est impactée voilà, en fonction de différents paramètres, hein. Ça peut aller du type de sol au pH jusqu'à la température et l'humidité. Et on a une variation qui est un petit peu, enfin, on a des variations d'un site à l'autre, ce qui nécessite vraiment une investigation à ce niveau-là. Et en dernier point, donc, qui est une tâche encore en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous donner de livrable encore, mais l'idée était de revoir aussi le système de classification, donc sensible-résistant. Actuellement, on va calculer un indice de maladie avec un seuil qui est fixé à 25%, c'est-à-dire que toute variété au-dessus des 25 est classée sensible et toute variété en dessous est classée résistante. L'idée, c'est d'aller regarder un petit peu sur une gamme intermédiaire si on peut valoriser un peu mieux des résistances partielles. Donc les objectifs, je les ai en partie lissés au cours de cette contextualisation. Donc vous l'avez compris, développer des isolats monospores qui puissent être vraiment homogènes et stables dans le temps. Comparer justement l'essai qui est réalisé actuellement en conditions contrôlées dans nos laboratoires avec le comportement de certaines variétés au champ. Donc l'idée sera de tester un panel variétal identique. Et puis donc cette notion de résistance partielle qui venait en troisième volet. Sur la première action du projet qui consistait à mettre au point le protocole pour produire les isolats monospores, on s'est servi en fait du cycle de la maladie. Donc tout à l'heure, je parlais d'infection primaire et d'infection secondaire. Ces 2 grandes étapes ont été la clé de la réussite de cette action, dans le sens où on a généré dans un premier temps une inoculation primaire et passé quelques jours, on est venu prélever en fait les premiers plasmodes qui se formaient, qui sont donc dus à la contamination par les spores de repos et qui sont considérés dans la littérature comme génétiquement stables. Donc on est venu prélever et isoler ces plasmodes qu'on a ensuite mis en contact avec des plantules saines, donc de variétés résistantes également. Mais l'idée était d'induire une infection secondaire basée sur ce plasmode génétiquement stable. Donc, ça a été un jeu de patience assez important. Voilà, c'est un repiquage plantule par plantule avec une observation microgoutte par microgoutte pour essayer de trouver des plasmodes au bon stade de formation qu'on met en contact du coup avec une autre plantule. Ensuite, le jeu, c'est d'attendre 6 semaines parce qu'on ne verra rien avant. Et donc, l'idée, c'est d'aller regarder si des galles se sont formées pour ensuite pouvoir les multiplier et les caractériser dans le but d'identifier ce qu'on a produit.
Après ces étapes de mise au point et à la réussite des premiers essais, on a pu transposer cette méthodologie sur les différents pathotypes du set officiel, donc les pathotypes P1 étoile, P1, P2 étoile et P3. Et on a produit un certain nombre d'isolats au fur et à mesure des répétitions. On a priorisé, en fait, voilà, avec le comité de pilotage, on va dire la pureté de l'isolat produit, puisqu'on avait, nous, noté en amont la présence ou non de plusieurs de ces petits plasmodes. Donc, quand la goutte était vraiment avec un plasmode isolé, qu'on a obtenu des galles de belle taille sans pour autant qu'il y ait des galles voisines, en fait, autour. Ça nous confortait dans l'idée qu'on n'avait pas de contamination croisée et donc des galles homogènes. Donc on en a voilà, priorisé, donc c'est la ligne verte là, sur la première partie du tableau, hein. On a priorisé un certain nombre d'isolats et on est parti sur une vingtaine à chaque fois. Alors malheureusement, on a eu des pertes parce que ce projet s'est passé voilà, durant la période Covid. On a dû jeter des essais dû à la période de confinement, ça a été un petit peu compliqué. Néanmoins, on a quand même pu aller au bout du process puisque on peut constater que chaque isolat qui a été donc produit et sélectionné a ensuite été caractérisé. Donc là, l'idée, c'est identifier le pathotype et on a cherché à voir quel type de pathotype on obtenait à partir du pathotype de départ. Donc, ce qu'on voit, c'est que à partir du pathotype P1 étoile, on a obtenu dans 6 cas sur 6 des pathotypes P1 étoile au bout, donc plutôt quelque chose de très stable. Sur le pathotype P1, pardon, donc le pathotype qui n'est pas en capacité de contourner la résistance de Mendel, dans 6 cas sur 7, on a obtenu du P1 et seulement dans un cas sur 7, un P2 est sorti. Sur le P2 étoile, à peu près la même configuration, c'est-à-dire que dans 10 cas sur 11, on a obtenu un P2 étoile et seulement dans 1 cas sur 11, un P1 étoile. Sur le P3, on voit que c'est beaucoup plus hétérogène. Donc là, on prend toute la mesure du sens pathotype population. On a vraiment cette mixité de pathotypes présents et finalement très peu de pathotypes P3 identifiés, seulement 3 souches. Euh, donc on a quand même sélectionné pour la suite. Les étapes d'après, donc, ça consistait à sélectionner forcément, enfin, le profil du pathotype qu'on voulait, qui devait être en accord avec le profil de la souche qui était utilisée au CTPS. Donc, ici, vous avez le tableau, donc c'est à nouveau la clé de détermination. On retrouve les HD ici avec les deux témoins sensibles et résistants. Et donc, le profil, c'est en fait l'indice maladie qui est obtenu en moyenne au fur et à mesure des années d'essai pour chacune des variétés. L'idée, là, vous voyez qu'en fonction des isolats, on n'a pas toujours la même réponse. L'idée, ça a été d'aller chercher un profil qui se rapprochait le plus de la souche de référence, de manière à pouvoir avoir quelque chose de comparable. Donc, on a regardé la stabilité de l'isolat pardon, en intra et inter-HD, la répartition aussi des effectifs au niveau des notations brutes. Et puis, on a fait très attention aux valeurs aussi sur les HDECD 6 et 10 qui parfois pouvaient avoir, enfin, donner des données fluctuantes. On a fait attention à avoir un certain niveau de stabilité à ce niveau-là. Donc, on en a sélectionné un certain nombre. Donc trois en moyenne par pathotype. Et on a été chercher la stabilité, on les a testés en fait successivement 3 fois pour voir si ces indices maladies évoluaient dans le temps. Je ne vais pas vous présenter la totalité des résultats parce qu'on n'a pas le temps. En revanche, je peux vous le faire sur le P1 étoile. À chaque fois, donc vous voyez là, vous retrouvez les deux souches précédentes qui ont été sélectionnées et la souche la souche CTPS, pardon, qui est la souche de départ. Et donc, on peut voir qu'au fur et à mesure des essais, donc sur 3 caractérisations successives, on peut avoir des écarts types plus ou moins importants. On le voit bien d'ailleurs, là, au niveau de la souche CTPS, on a des écarts types assez importants. Ça veut dire qu'on a une répartition euh, pas hétérogène, mais en tout cas moins homogène que sur une monospore. Et donc, on a sélectionné donc, celle-ci, la P1R3E172, puisque c'est celle qui statistiquement présentait des écarts types les plus faibles et également une différence d'IM sur HD la moins importante à travers les essais successifs. Et on a fait ce même travail, pardon pour la mise en page, ce même travail sur du coup le reste de la collection, ce qui nous a permis de sélectionner à chaque fois
un pathotype pour le P1 étoile, un pathotype pour le P1 et un pathotype pour le P2. Sur la deuxième caractérisation, en fait, nos IEM ont vraiment bougé et on a à chaque fois observé une évolution du pathotype, donc on n'a pas poursuivi sur ce pathotype-là. Donc vous retrouvez ici le codage des souches qui ont été sélectionnées pour la suite du projet, à savoir la validation. Pour le P3, on en a beaucoup parlé, en tout cas en réunion, en comité de pilotage également. On va poursuivre nos investigations pour trouver des nouvelles souches à tester. Il y a un intérêt en Europe parce que c'est un pathotype qui est relativement présent, mais il va falloir pouvoir trouver quelque chose de stable et purifié pour le travailler à l'avenir. Donc, sur l'étape de validation, on retrouve bien nos trois pathotypes, le P1 étoile, P1 et P2. Le jeu a été de les tester en fait sur les témoins CTPS officiels pour voir si les comportements attendus étaient bien en accord avec ce qu'on a obtenu. Et donc, on a réalisé ces essais donc, sur les HD. Vous retrouvez bien le témoin sensible ici, CD5. C'est des 6-10 et Brutor qui permettent de déterminer si on a un P1 ou un P2. Donc, vous voyez que là, sur l'histogramme en vert, le CD6 présente un indice maladie à 0. On est bien en présence d'un P2. Et puis le Mendel ici également, qui est notre témoin résistant. Donc, les trois témoins CTPS, Croquet, Placide, Pamela et Alistair. Donc, la première information, c'est que de toute façon, on n'a pas de variété résistante P1 étoile. Donc, on voit bien que tout est au-dessus du seuil de A25 pour cet histogramme-là. En revanche, sur le P1 seul, on a une résistance qui est mise en avant sur Croquet, ainsi que sur le P2 étoile. Voilà, donc on a bien une validation des pathotypes sélectionnés qui vont pouvoir être multipliés et utilisés dans les tests officiels pour l'année 2023. Voilà, et donc je vais conclure sur cette action 1 en disant qu'on n'a malheureusement pas atteint tous les objectifs puisque le P3 n'a pas pu être purifié comme on l'espérait. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver cette stabilité qu'on cherchait et on espère pouvoir régler ce problème dans les années à venir. Donc c'est un pathotype qui va être mis en stand-by au niveau inscription. On va continuer à juger sur P1 étoile, P1, P2 étoile. On est en train de réfléchir à intégrer un P2 également à la place du P3. Et dès qu'on pourra avoir une nouvelle souche stable, on pourra inclure à nouveau ce pathotype dans les essais d'évaluation. Je vais laisser la main à Christophe du coup, pour la deuxième partie du projet, donc sur l'action 2. Sur l'action 2, bonjour à tous. Donc, l'idée, c'était de pouvoir comparer les tests au champ et les tests au laboratoire, puisqu'une des questions, c'était de savoir si le test aujourd'hui qui est utilisé par le CTPS, donc via le GVS, et éventuellement, avec l'utilisation des nouveaux isolats monospores qui ont été produits dans l'action 1, de vérifier si on a bien une représentativité du test de l'inscription, à savoir si ce qu'on fait aux conditions contrôlées, si ça a un sens par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain. Donc pour ça, il y avait deux parties pour cette action-là. La première, c'était l'acquisition de données au champ, donc évaluer en fait tout un ensemble tout un panel de variétés dont le comportement est connu vis-à-vis de la RNI. Donc on l'a fait pendant 3 campagnes d'expérimentation. Avec des éléments notamment de quantification des spores, notamment dans la parcelle, et avec de récupération de données météo pour essayer de comprendre quand ça marchait et pourquoi ça marchait pas. Et en parallèle de ça, donc ces mêmes variétés ont été testées également au laboratoire avec justement les différents isolats monospores qui ont été produits dans l'action 1. Et à ce moment-là, de vérifier justement la correspondance entre ce qu'on observait au champ et ce qu'on observait justement au laboratoire. Donc, ce qu'on va voir également, c'est que pour justement évaluer ces différentes variétés, que ce soit au laboratoire ou au champ, en fait, on a exactement la même grille de notation. Donc, c'est un indice maladie. Donc, on classe les plantes selon une échelle qui va de 0 à 4, 4 étant la maladie, le niveau d'attaque le plus élevé. Et à partir de là, on calcule en fait un indice maladie et on pondère effectivement à travers ces différentes classes de notation.
Sur la slide suivante. Donc, le choix des variétés. Donc, là, vous avez ici tout un panel de variétés qui ont été du coup évaluées entre 2019-2020 et jusqu'à 2021-2022. Et vous avez à la fois le C2 différentiel qui a été implanté au champ et également vous avez tout un ensemble de variétés dans le panel. Et quand vous avez un O, c'est que ça a été implanté au champ, et quand vous avez un N, c'est que ça n'a pas été implanté au champ pour l'année en question. Vous voyez également que vous avez également tout un ensemble de caractéristiques sur ces variétés-là, puisque certaines de ces variétés ont déjà été testées par le CTPS lors de l'inscription des variétés vis-à-vis justement des différents pathotypes de référence, donc P1, P1 étoile, P2 étoile et P3. Et donc, on a déjà accès à l'information si elles sont plutôt sensibles ou si elles sont plutôt résistantes à chacun des pathotypes en question. Dans ce panel-là, on avait également une variété pour lesquelles on avait a priori donc une connaissance d'une résistance potentielle vis-à-vis de P1 étoile. Donc le dispositif au champ qui a été mis en place, c'est un dispositif assez classique, un dispositif avec 3 répétitions et des notations de peuplement, de vigueur, d'analyse de sol pour essayer de comprendre des fois quand ça marchait ou ça ne marchait pas, et enfin bien sûr des notations Ernie. Concernant la localisation, tout d'abord le choix des parcelles, il s'est porté sur ces 3 campagnes. On a d'abord essayé dans un premier temps, essayer de trouver des parcelles avec déjà de la RD. Il y a eu une caractérisation qui a été faite, si possible, en amont de l'essai, pour essayer de sélectionner justement des parcelles pour lesquelles on avait des pathotypes d'intérêt pour le CTPS. Des fois, ça n'a pas toujours été possible, donc des fois, on l'a fait a posteriori. Et donc, on a choisi ensuite donc ces parcelles-là en fonction des pathotypes qui étaient connus et bien sûr parmi d'autres critères, hein, l'homogénéité d'infestation. C'est pas toujours évident d'avoir des parcelles qui soient bien infestées. Souvent, elles sont en foyer, donc c'est pas toujours évident pour réaliser une évaluation variétale. Et trouver un agriculteur qui est d'accord également qu'on le mette en place un essai, la distance par rapport à nos stations d'expérimentation, etc. Et donc tout ça fait qu'au final, on a 10 parcelles qui ont pu être implantées durant le projet. Si on regarde ensuite la slide suivante, et on regarde le bilan des 3 campagnes, donc durant ces 3 années d'expérimentation, on a eu donc 7 essais qui ont eu soit des problèmes agronomiques, des problèmes insectes, hein, pour lesquels, vous savez, c'est souvent très récurrent sur colza, l'absence de hernie, ou des fois on a eu de la hernie, mais avec des problèmes d'hétérogénéité sur la parcelle, des inondations, alors que parfois on avait de la hernie, et malheureusement l'essai était inondé, et donc on n'a rien pu en tirer. Et donc tout ça qu'on a fait, on a eu en tout du coup 7 essais qui ont été abonnés sur les 10. Et on a 3 essais, par contre, qui ont été retenus. Donc, c'est des essais qui sont présents dans le centre, vous voyez sur la carte ici à droite. Et donc là, on peut voir ici tout l'intérêt d'avoir un réseau de parcelles qui sont réparties sur le territoire, puisqu'effectivement, avec tout l'impact des conditions climatiques qui est assez important, hein, dans la réussite de l'essai, on voit bien que c'est vraiment important d'avoir des essais qui soient répartis un peu partout. Si on regarde un focus juste sur le résultat justement d'un essai au champ, parce que c'est à peu près la même chose, hein, sur les 2 autres. Donc en ordonnée, vous avez l'indice maladie qui va de 0 à 100, avec 100 étant une variété qui va être très attaquée par la hernie. Et donc chacune des blocs couleurs que vous voyez pour chacune des variétés, ça correspond en fait à une répétition. Donc, vous avez à gauche, vous avez ECD5, ECD6, 10, Brutor et Mendel, qui est en fait le set de différentiel qui a été présenté tout à l'heure par Geoffrey. Et vous voyez ici que en fait, ces variétés-là, pour la plupart, sauf Mendel, en fait, dépassent le seuil de sensibilité qui a été établi à 25%. Donc, on va avoir l'ensemble du set de différentiel qui va être sensible, sauf Mendel. On peut donc dire qu'on a affaire au pathotype P1. Ensuite, on va avoir des variétés comme DK Storm et Pamela qui sont des témoins dits sensibles. Ils sont bien sensibles. Et on va avoir tout le reste du panel des variétés commercialisées ici qui sont résistantes en fait vis-à-vis de P1 au champ. Voilà, et donc tu peux passer. Voilà, juste pour vous dire également que par rapport à ce que donc Geoffrey avait réalisé justement une identification au laboratoire à partir d'un piégeage du sol, et donc, donc ça flirtait entre le P1 et le P1 étoile. Donc on n'est pas si loin finalement de ce qu'on observe au champ. Je vous ai remis le bilan des 3 campagnes. Donc, en 2019-2020, on avait affaire du P1. En 2020-2021, on avait affaire à du P5.
Donc là, voilà. Et en 2021, en 2022, on a obtenu du P2. Donc on voit qu'on a eu 3 essais sur les 3 années avec 3 prototypes différents et finalement peu de résultats si on veut comparer les tests au champ en conditions contrôlées, ça fait peu, et encore peu dans le sens où finalement le CTPS était intéressé notamment à du P1, P1 étoile, P2 étoile et P3. Et on voit ici que finalement il n'y a que P1 ici qui va nous intéresser dans le cadre du projet. Et donc, sur cette dernière slide, on a fait cette comparaison champ-labo, puisque le P1 étant dans le set de référence, on a pu tester le même panel donc, qui a été implanté au champ en conditions contrôlées. Donc, on a fait un petit ajustement par rapport à la concentration du test officiel qui est normalement à 2,17. Là, le essai a été fait à 1,16. Voilà. Et donc, au niveau des comportements, donc on retrouve toujours ce témoin sensible CD5 et les 3 HD, CD6, 10 et Brutor. Ce qu'on voit, c'est que le comportement entre le champ et labo est validé donc, pour ces HD. Par contre, en termes d'indice maladie, il y a quand même voilà, une nette différence entre les deux conditions de test. Le Mendel est bien résistant, lui, des deux côtés, donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le test est assez puissant pour discriminer la résistance sur Mendel pour ce pathotype. Par contre, ensuite, ce qu'on constate quand même, c'est que on a pas mal de variétés qui vont avoir des comportements différents. Globalement, donc Alasko, Crocodile, Croquet, S. Thaliana, Alibaba et Alistair sont tout en dessous des 25. Donc, elles sont considérées résistantes et en conditions contrôlées et au champ. Pour ce qui est de Decalextorm et Parmela, donc il y a aussi un écart d'IM, mais donc Extorm et Pamela sont bien au-dessus des 25 au champ, donc considérés sensibles. En revanche, il y a Crocodile, Decapleger, Decapledge, Decaplini et PT242 qui ont un comportement différent pour le coup. On a bien des variétés qui sont parfois exempts de gale au champ et au contraire bien marquées au labo. Donc, on a malgré tout une différence observée. Notamment sur certains comportements. Donc ça renforce vraiment la nécessité de rediscuter de la puissance du test et de poursuivre les investigations sur la notion de résistance intermédiaire pour valoriser peut-être des variétés qui, en conditions contrôlées, peuvent parfois avoir des indices de maladie un peu élevés, mais qui potentiellement peuvent se comporter correctement au champ. Donc ce travail-là, il est en cours actuellement avec les équipes de biostatistiques. On est en train, alors on n'est pas pour changer la règle dans l'immédiat, mais au moins investiguer si on peut définir une classe intermédiaire, ce qui nécessitera des témoins aussi pour pouvoir juger des variétés en inscription. Mais voilà, là, on a un élément supplémentaire à apporter dans la discussion pour dire que effectivement, il y a certaines variétés qui se comportent très bien au champ et qui, par contre, en conditions contrôlées, peuvent être considérées sensibles. Voilà sur ce, sur ce projet, les 2 actions majeures en tout cas. Donc, en guise de conclusion, on a donc bien mis au point un protocole de production d'isolat monospore en action 1. On a actuellement 3 pathotypes stables sur les 4 qui ont passé cette phase de validation et qui ont aussi été testés sur le panel présenté en action 2 en complément. Voilà. Sur l'action 2, Christophe, je te laisse sur la conclusion. Sur la difficulté de l'action 2, en termes de conclusion, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait effectivement des difficultés d'implantation des essais, même si on a pu avoir au final quand même 3 parcelles avec des données qui étaient exploitables jusqu'au bout, entre P1, P2 et P5. En termes de ce qu'on voyait, c'est que ce qu'on voyait au champ et entre ce qu'il y avait le champ et puis les pathotypes, en tout cas CTPS, on a bien des choses qui correspondent. Par contre, effectivement, dès qu'on regarde effectivement les isolats monospores, là encore, on a des différences aujourd'hui qui existent et qui fait qu'il y a encore un travail à poursuivre pour optimiser le test et que si on utilise des isolats monospores, il faut que ça corresponde à une réalité terrain. Parfait, merci beaucoup à tous les deux.
C'était déjà bravo pour la synthèse, parce que le sujet était quand même particulièrement complexe et vous avez réussi à tenir à nous donner une présentation très, très complète en un temps record, donc bravo. Juste 2 petites questions. Est-ce que la problématique hernie s'étend d'année en année et qu'en est-il cette année, en 2022? Je vais apporter un premier élément de réponse. Donc, Mmh. je pense elle est stable. Alors, je ne sais pas si elle s'étend. En tout cas, les spores de repos peuvent se conserver très longtemps dans le sol, comme la plupart des pathogènes fongiques. Donc, c'est plutôt dépendant des facteurs pédoclimatiques. Il peut y avoir des années où la hernie a un très très fort impact et des années plus sèches où ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de l'actualité de l'année, Christophe, je vais te laisser répondre parce qu'on en parlait juste avant, justement. Oui. Donc en termes, effectivement, pour compléter les propos du coup de Geoffrey là-dessus, des fois, effectivement, de toute façon, c'est un pathogène qui est lié au sol, donc ça peut s'étendre effectivement de parcelle en parcelle de par le matériel agricole. Ce que l'on voit aussi des retours d'agriculteurs, c'est que souvent, certains agriculteurs n'ont pas fait de colza depuis très longtemps. Et Mmh. pour ceux qui remettent du colza, effectivement, et qui ne savaient pas qu'il y avait la hernie, si les conditions climatiques sont là, effectivement, on voit de la hernie. Donc d'année en année, on peut voir des remontées de hernie. Ce n'est pas forcément dû lieu à une extension de la problématique, mais comme disait Geoffrey, effectivement, comme les spores sont présentes pendant 10 à 15 ans, on a vite fait effectivement d'oublier qu'il y avait de la hernie, et le jour où effectivement on se retrouve avec une espèce sensible, on a de la hernie. Sur cette année, on voit qu'on a eu des grosses chaleurs Mmh. un peu partout, et souvent avec des gros orages, parfois de manière très locale. Et ce que l'on a beaucoup du coup de remontées de hernie cette année, avec des symptômes de hernie et même des parcelles qu'il faut retourner. Enfin, dès le mois d'octobre, on avait déjà des parcelles et des grosses gales que habituellement on peut observer vers le mois de novembre ou le mois de décembre, parce que justement on a eu des conditions chaudes et des orages des fois très localisés qui ont favorisé du coup la hernie. Parfait, merci beaucoup. Peut-être une deuxième petite question. À quoi pourrait être dû, alors là, c'est vraiment une question spécifique, sur le projet. À quoi pourraient être dues les différences de résultats entre Isola, Monosport et Champ, alors que ce sont les mêmes pathotypes? Eh bien, en fait, c'est toute la complexité de ces pathotypes, c'est-à-dire que d'un isolat à l'autre, ce qu'on va considérer P1 reste à partir d'une réponse d'une variété donc, qui est jugée sur cet indice de maladie. Mais on l'a vu encore là, un même P1 peut donner un delta au niveau de cet indice de maladie. Donc, on ne changera pas le jugement sur les variétés testées, mais on a un variant d'agressivité. Donc en fait, chaque isolat P1 a son propre niveau d'agressivité et toute la complexité en fait, hein, si vous voulez, c'est un peu comme les variants du Covid, c'est-à-dire qu'on a des évolutions de population et donc de toute façon, ça bouge beaucoup, d'où l'intérêt de continuer à caractériser et à suivre l'évolution des POP sur le terrain parce que un même pathotype ne va pas avoir le même niveau d'agressivité et peut passer P1 étoile au fur et à mesure d'une sélection sur plante. Parfait, merci beaucoup à tous les 2. Je vous ai mis, 2 liens, qui peuvent être importants, intéressants. Donc le premier, c'est pour consulter l'enquête hernie, donc sur le site de Therinovia, et le deuxième lien, sur des résultats qui sont déjà visibles. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se dise au revoir? Non, pas de questions. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation très claire, très synthétique. Merci à tous, très bon après-midi et à bientôt au prochain jeudi de TI, le 15 décembre. Merci, au revoir.